Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. Nous sommes le dimanche 30 décembre 2018. Le dernier numéro de Débat de presse est une édition spéciale. Alors nous ferons une rétrospective de l'année 2018 en 5 points. Au plan national, nous parlerons de sécurité, du Front social, d'économie et de développement, de la bonne gouvernance. Et au plan international, chaque invité nous parlera des grands sujets de l'actualité internationale qu'il a marqué au cours de cette année. Et à la fin de ce tour d'horizon de l'actualité annuelle, mes invités auront l'opportunité de parler des tops et des flops, c'est-à-dire les choses qui les ont positivement marquées, mais aussi celles qui ont moins bien marché à leurs yeux au cours de l'année 2018. Ils auront également l'occasion de désigner leur personnalité de l'année, qui peut être une personnalité physique ou morale. Voici pour le menu. Les invités pour ce dernier numéro de débat de presse de l'année 2018, vous les connaissez déjà. Nous avons avec nous Dieudonné Zoungrana de Aujourd'hui au Faso. Bonjour. Bonjour, Sayon. Boukari Woba de Mutation est avec nous. Bonjour. Bonjour, Sayon. Soumaïla Rabo de la radio Savane FM sur ce débat. Bonjour. Bonjour Sayon, bonjour à tous. Et nous attendons d'un moment à l'autre peut-être Bourema Ouedraogo du journal Le Reporter. Alors, on va commencer par le volet sécuritaire. L'actualité dans ce domaine est marquée par cette attaque perpétrée le 27 décembre dernier contre les forces de défense et de sécurité à Touéni. Le bilan, vous le connaissez, 10 gendarmes tués. Avant donc de revenir sur le point complet de l'actualité de l'année 2018 sur le plan sécuritaire, comment réagissez-vous à cette attaque? Ouba. Aussi, c'est un autre coup dur au regard de l'ampleur des pertes qui ont été enregistrées. 10 vies et 10 hommes qui étaient au front et cela est bien regrettable. L'année n'a pas toujours bien commencé puisqu'on est dans la rétrospective. Je crois que l'attaque qui nous a aussi suffisamment marqué cette année, c'est celle du 2 mars. On peut dire que c'est en début d'année puisqu'on était encore dans le premier trimestre de l'année 2018 et l'année ne se termine pas bien. Dans la dernière semaine du mois de 2018, nous enregistrons cette attaque-là, ou bien cette explosion qui nous fait perdre 10 hommes. Cela est bien regrettable et c'est le mot depuis un certain temps. Il y a une sorte de guet-apens qui est tendu à nos forces de défense et de sécurité parce que selon ce qui s'est passé, c'est une école qui avait été incendiée par des individus non identifiés et donc cette équipe-là s'est déplacée sur les lieux pour faire les conseils, éventuellement faire un ratissage. Donc ils sont allés en nombre certainement parce que aussi ils présageaient déjà de ce qu'ils pouvaient avoir sur le terrain à faire face à des individus qui les attendaient. Malheureusement, je crois qu'ils ont été suffisamment surpris et on a enregistré cette perte-là. C'est une sorte de... En tout cas, c'est un deuil, même s'il n'a pas été décrété. Il y a aussi des mesures qui ont été prises au niveau des autorités. La présidente de Faso qui a annulé ou reporté la cérémonie de présentation de vœux. La mairie de Ouagadougou, je crois aussi de Bobo Dioulasso qui annonce sursoir aux festivités, notamment au concert qui était prévu pour la fin d'année. Tout cela montre réellement que nous sommes dans un deuil. D'accord, oui. Alors, Rabo. Sur ça, c'est clair, pour ne pas évoquer la même chose. Il y a probablement un agenda des terroristes et de leurs groupes respectifs qui est essentiellement probablement d'empêcher de gouverner et de faire en sorte qu'il n'y ait pas autre chose dans l'actualité que les attaques terroristes. Si on l'analyse sur le plan en tout cas de la communication, il s'agit de marquer suffisamment les esprits, de créer la psychose pour qu'il n'y ait pas d'autres sujets de débat, en tout cas pas dans la presse, que les attaques terroristes et l'insécurité. Et vous imaginez les conséquences de tout ça. Après, ça veut dire que pour
toute l'année 2019 et probablement encore pour l'année 2020 si on n'en sort pas, ça va constituer l'essentiel de l'actualité et ça va être aussi probablement je vais dire, le thème de la campagne de 2020. Donc s'il y avait un objectif inavoué de ces groupes terroristes-là, je crois qu'aujourd'hui il est assez évident, il est assez patent. C'est clair que il y a des groupes terroristes qui travaillent en sous-main pour probablement des groupes politiques aussi, pour voilà. On va y arriver. Mais des questions se posent également sur le mode opératoire. Je pense que Woba l'a évoqué. On est surpris de voir que l'armée est toujours surpris également par le même mode d'opération, le même mode opératoire qui endeuille. Chaque fois, il y a comme un appât qui est fait et puis après, nos forces de défense et de sécurité se déplacent et tombent dans un guet-apens. Oui, Bourema qui vient de nous rejoindre. Oui, c'est vrai que si cette question de la lutte contre le terrorisme, il y a quand même, on se pose beaucoup de questions par rapport même à la stratégie de réponse que le Burkina apporte à cette question. Parce que vous l'avez dit, on a comme l'impression quand même qu'il y a une sorte de répétition en termes de mode opératoire. C'est tantôt effectivement, soit c'est des véhicules qui tombent. Par exemple, on nous dit que la dernière fois, la mine où les 3 soldats sont morts dans la région de l'Est, c'est presque exactement au même endroit que lors des précédentes attaques à la mine. Ensuite, quand on est surpris effectivement qu'on ait, on ait une école qui brûle, on interpelle la gendarmerie et du coup il y a une escouade de plusieurs gendarmes qui vont en même temps, en sachant que le contexte est tel que ceux qui ont mis le feu à l'école effectivement, peut-être ne vont pas se contenter de mettre juste le feu et puis fuir. Et peut-être aussi, c'était la mise en feu de l'école n'était qu'une sorte d'appât pour attirer les gendarmes pour pouvoir effectivement les massacrer. Franchement, on est surpris, on se pose des questions. Est-ce qu'il y a une réflexion vraiment stratégique au niveau, au niveau institutionnel, à savoir le pouvoir public, mais également aussi la hiérarchie militaire, pour apporter des réponses concrètes effectivement à ce qui se passe? Parce que c'est là tout le problème. Parce qu'on a comme l'impression qu'on se contente de réagir ou on fait, bon, on essaie, en se disant peut-être que Dieu va nous aider aujourd'hui, on va tomber sur une occasion de pouvoir démanteler un réseau. Mais on ne voit pas vraiment, c'est vrai, le ministre dit qu'il y a des choses qui se mènent en sourdine, qu'il y a 400 personnes qui sont interpellées, qui seront bientôt jugées. Mais tout cela, ce n'est pas la réponse, effectivement, par rapport au problème. Il y a nécessité, effectivement, qu'on réfléchisse à comment, effectivement, on implique davantage, effectivement, les populations. Parce que tout cela, c'est du discours. Jusqu'aujourd'hui, les populations elles-mêmes n'ont pas la garantie effectivement qu'ils sont en sécurité si c'est de telles situations. On nous signale par exemple que dans certains villages de l'Est, il y a une sorte de, comment on appelle, ils ont fini par accepter les djihadistes qui sont connus des villageois qui viennent, mais ils sont même connus de certains agents publics dans les services de santé parce qu'ils viennent et ils repartent. Donc ça aussi, ça pose des questions. Justement, oui. Alors, Zungrana. Oui, bon, qu'est-ce que je dois ajouter? Non, pour rester sur le même registre des 10 gendarmes, je crois que quand même, c'est la première chez les Pandores. Hein, si on accepte les 12 militaires de Nassumbu, je crois que c'est la plus grosse perte au niveau de la gendarmerie, ce qui s'est passé à Tueni. Et effectivement, bon, et là, c'est le même mode opératoire, on procède de la même façon. Maintenant, c'est soit sur des mines artisanales que les véhicules sautent, ou bien on surprend nos gars et puis bon, on leur tire dessus comme des lapins et puis on repart. Et souvent, les assaillants, il n'y a même pas un qu'on arrive à alpaguer. Ou bon, les quelques rares fois, on nous dit qu'on a tué un djihadiste ou un terroriste, mais très souvent, ils viennent, ils massacrent et puis ils s'en vont. Donc, bon, je ne sais pas, je n'irai pas jusqu'à dire que peut-être, bon, il y a pas, comme dirait Bourema, qu'il n'y a pas de stratégie, mais on se pose des questions parce que quand même, quand on vous surprend 1, 2, 3 fois avec le même mode opératoire,
bon, vous devez quand même vous préparer au cas où. Parce qu'en se disant, puisqu'ils opèrent de la même façon. Et je crois qu'ici aussi, pour rebondir dans ce que Bourema a dit, il y a le renseignement, mais il y a aussi, je crois qu'il y a un manque de confiance. Parce qu'on nous dit qu'au Sahel, c'était pareil, ce qui se passe à l'Est. Souvent, les populations locales savent qui est qui, mais ils ont peur de collaborer avec les forces de l'ordre parce qu'on peut venir vous tuer la nuit parce que vous êtes un indicateur. Mais en même temps, l'attaque de Tuéni, c'est dans le Mouhoun, hein, ça donne après le Sahel, l'Est, on nous signale, mais, parce que vers la frontière même avec le Mali, dans un village qu'on appelle Kaï, en descendant vers Ouayouya, bon, il semble que l'administration pratiquement a fui. Donc ça donne l'image, comme dirait l'autre, un sentiment obsidional, en français facile, d'encerclement, petit à petit. Sahel, Est, et souvent même à certains points, ça veut dire qu'il y a ce sentiment d'encerclement-là, même si ce n'est pas le cas qu'on donne aux populations. Et qui plus est, maintenant, c'est les symboles de l'État qu'on attaque, puisqu'ils ont fini avec, bon, en cherchant à tuer des Européens pour faire du boucan. Maintenant, c'est les forces de l'ordre, c'est les symboles de l'État, parce que ce sont les dépositaires de l'État qu'on attaque. Donc, je pense qu'il y a lieu quand même. Moi, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il n'y a pas de stratégie, mais je pense quand même qu'il faut revoir comment faire pour... On ne peut pas mettre un gendarme ou un militaire derrière chaque chose, mais il faut quand même voir, anticiper pour contrer ce mode opératoire. Depuis mi-octobre, hein, le bilan à mi-octobre, en tout cas, des attaques au Burkina Faso, en mi-octobre, on était à 240 civils et militaires tués dans les attaques terroristes depuis 2015. Alors, selon vous, qu'est-ce qui ne marche pas? On évoque également la question de la hiérarchie avec la sécurité, le ministère de la Sécurité, le ministère de la Défense. Les gens pensent qu'il faut un changement d'homme à ce niveau. Est-ce que vous partagez donc ces affiches-là? Ouba. Il y a déjà eu des changements d'hommes quand même. On a changé de chef d'état-major général des armées. Je crois au niveau de certains chefs d'État aussi, il y a eu des changements. On a changé au niveau du ministre de la Défense, qui premièrement était confié au chef de l'État lui-même. Aujourd'hui, on a un ministère de la Défense donc, qui est érigé en un portefeuille plein. On a changé de ministre de la Sécurité, qui à l'époque c'était le ministère le plus bateau, donc géré par M. Simon Compaoré. Aujourd'hui, c'est un ministère à part entière, donc la sécurité. Donc tout ça c'est quand même des réformes qui auraient pu nous apporter des résultats, qui malheureusement on ne voit pas. Moi, je ne suis pas dans le genre à dire il faut enlever tel homme, mettre tel homme ici. Je pense qu'il faut voir à d'autres niveaux de changement éventuellement. C'est une question qui implique tout le gouvernement et au plus haut niveau du gouvernement. Je l'ai déjà dit ici ou ailleurs à plusieurs reprises. Là où on ne sent pas le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, c'est sur les questions sécuritaires. Vous entendrez Paul Kabatiba parler de tout sauf de sécurité. C'est un mot en passant. Et quand il le dit, c'est à la limite ironique. À la limite ironique. Il ne parle que de son PNDS. Or, c'est lui le chef du gouvernement. C'est le chef du gouvernement. Si lui, il ne s'intéresse pas aux questions sécuritaires, ben, à la fin, je ne sais même pas si son ministre de la Sécurité a besoin de lui rendre compte de quoi que ce soit. Donc, je pense que c'est au niveau du gouvernement réellement qu'il faut revoir la question, au niveau du premier responsable du gouvernement, pour que lui aussi simplifie. Alors, on va écouter Rabo sur cette question. Je voudrais évoquer les deux choses qui ne nous aident pas, avant éventuellement de parler des solutions. Mais je n'ai pas vraiment de solution miracle. Si les militaires ne sont pas bons en stratégie, nous, on ne ferait pas mieux. Ça va vraiment m'étonner. Les deux facteurs limitants, de mon point de vue, c'est qu'il y a des complicités internes qui sont évidentes. Et il y a la complicité, je vais dire aussi, sinon la complaisance, dans le meilleur des cas, des puissances occidentales qui disent qu'elles nous aident dans la lutte antiterroriste. Ce sont ces deux facteurs-là qui ne nous aident pas. Quand Bourema dit que c'est le même mode opératoire, et puis tous les jours, on se fait prendre au piège, moi je pense que c'est parce que ce sont des gens qui connaissent suffisamment le terrain et qui ont probablement déjà travaillé avec nos gendarmes, avec nos militaires, avec nos policiers. Et donc si
Je ne sais pas. Nous sommes des journalistes entre nous. Donc si nous voulons... Lâchez le mot. Lequel? Lâchez, bon, ceux qui... Je dis lâchez, bon, parce que... Non, je n'ai pas de mot à lâcher. Non, Dieu donné. Vous voulez dire qu'il y a des complicités à l'intérieur? Non, non, c'est clair. Mais c'est ce que je dis. Voilà, non, mais il y a des complicités internes. Oui, vous voulez que je donne quel nom? Bon, non, je ne sais pas, lâcher. Non, je n'en ai pas. Okay. Je n'en ai pas. Parce que si j'en donne, il faut que j'en apporte les preuves. Voilà. Mais au moins, je suis susceptible d'analyse. Et mes analyses sont telles que le 2 décembre à l'état-major, le 2 mars à l'état-major, est-ce que c'est moi qui ai parlé des complicités internes? Est-ce que c'est moi qui ai parlé de la liste des points faibles qui auraient été donnés aux terroristes de l'intérieur de l'état-major pour que les terroristes puissent attaquer? Je pense que ce n'est pas différent. Ça se fait de la même façon pratiquement. Donc j'imagine qu'il y a des gens qui ont été... Oui, il y a des gens qui ont été peut-être gendarmes, qui ont été militaires, qui ont été policiers au Burkina. Et aujourd'hui, parce qu'ils ne le sont plus, travaillent pour d'autres chapelles. Et donc continuent de fournir assez d'éléments sur les éléments de vulnérabilité de nos forces de défense et de sécurité. Ça, c'est un élément qui ne nous aide pas. Quand je parle de complaisance aussi des forces, des partenaires occidentaux du Burkina, ça aussi, et c'est assez évident. Voilà. Récemment, il y a des puissances occidentales qui se sont vantées d'avoir vendu beaucoup d'armes cette année. Et donc, quand on vend beaucoup d'armes, ça veut dire qu'on crée suffisamment de zones de conflit pour que les gens aient envie d'acheter les armes, que ce soit du côté des États comme du côté des groupes terroristes. Ce sont les éléments qui ne nous aident pas. Maintenant, pour le mode opératoire et la stratégie, je n'en ai pas vraiment, mais j'ai interviewé l'année passée un expert qui a travaillé sur l'extrémisme violent, qui dit qu'il est étonné que jusqu'à présent, on ne dote pas nos forces de défense et de sécurité de motos, comme les terroristes, pour qu'ils puissent aussi se faufiler. Ça, c'est vraiment la grande surprise. C'est quand même pas cher payé que de donner des motos pour qu'on puisse se faufiler. Si vous devez aller à 10... Même si il existe quelques motos, parce qu'il y a... Oui, on a vu des dons de motos, mais en tout cas, nous, on n'en connaît pas l'usage. On n'en connaît pas l'usage. Et ça ne doit pas être suffisamment éparpillé pour que les gens puissent s'en servir. Quand Bouré m'a dit que la stratégie aussi laisse à désirer, elle a un lien avec les moyens. Parce que si vous aurez pu, si c'était possible d'y aller avec un moyen aérien, probablement qu'il ne serait pas allé avec, je ne sais pas, une Jeep qui allait exploser. Donc l'un dans l'autre, c'est vrai, il y a de la faiblesse dans la stratégie, il y a de la faiblesse probablement dans le commandement et aussi dans la vision au niveau politique. Et si on ajoute ça aux deux éléments qui ne nous aident pas, que j'ai évoqués, vraiment, nous sommes en mauvaise passe. Il faut vraiment trouver, pour 2019 en tout cas, le déclic qui nous sort de cette situation, parce que c'est vraiment possible. Oui, vous l'avez évoqué avant de parler donc, de ce dont vous avez parlé tout à l'heure, les questions politiques et de réconciliation nationale aussi sont beaucoup évoquées dans ce contexte où nous vivons avec les attaques terroristes. Des gens font un lien donc, avec le politique et cette question de réconciliation nationale. Bourema. Moi, je ne voudrais pas faire ce lien-là, parce que s'il existe des Burkinabés qui estiment que parce qu'ils sont mis en mal, ils sont en droit d'attaquer les frères Burkinabés, de les tuer, alors ils ne méritent pas leur place dans la République. Et il ne faut pas faire la réconciliation avec ce type de Burkinabés. Ça, c'est mon point de vue. Là-dessus, c'est non négociable. Parce qu'on peut effectivement avoir des problèmes politiques, on peut avoir des divergences avec d'autres acteurs, mais on ne peut pas, parce qu'on a des divergences ou parce qu'on a des difficultés avec le pouvoir en place, s'ériger effectivement en assassin pour exécuter ses compatriotes. En ce moment, on fait la politique pourquoi? Est-ce qu'on fait la politique parce que, pour être toujours dans l'autre sphère, pour être parmi ceux qui gouvernent, ou bien on fait la politique pour servir le peuple? Si effectivement il y a des politiques qui attendent ça, qui sont derrière et qui espèrent que c'est un moyen de conquérir, d'obtenir la réconciliation, je crois qu'il ne faut pas traiter avec ces politiques. Deuxième chose, quand Rabo dit qu'il y a des complicités internes, effectivement, il y a des complicités internes, ça c'est évident. Mais quand je parle de stratégie même, ça commence là. Si on n'est pas capable d'identifier les complicités internes 3 ans après, alors il faut qu'on s'inquiète de ceux qui nous gouvernent. Il faut qu'on s'inquiète de ceux qui nous gouvernent, parce que ça fait 3 ans que nous sommes l'objet d'attaques. Si ces complicités internes-là ne sont pas démasqués et qui continuent effectivement à livrer des secrets, alors bonjour le bordel, excusez-moi le terme. Parce que l'État aussi, c'est ça. Quand on gère l'État,
il n'y a pas d'état d'âme. Ça dit où on a un sens de l'État et on est prêt à tout ce qu'il faut pour préserver l'État dans toutes ses dimensions, y compris l'intégrité territoriale, les institutions, la quiétude des populations et ensuite le développement. Si on ne peut pas assurer ça, alors on n'a pas sa place, on rend l'établier. Concernant toujours la sécurité, quand vous prenez des faits banals, le directeur régional de la police de l'Est écrit une lettre confidentielle au directeur général de la police. Ça se retrouve sur Facebook. Mais c'est le prototype d'une administration de sécurité qu'il faut balayer. Parce qu'ils ne sont même pas capables de conserver des informations secrètes. Hier, ou pendant ce temps, une lettre du gouverneur, une lettre du gouverneur de la région de l'Est adressée au ministre de l'administration territoriale se retrouve sur la place publique. Et imaginez-vous quoi? Au bas, quand tu regardes, c'est la copie transmise à la gendarmerie qui se retrouve sur les réseaux sociaux. Mais alors, il faut qu'on commence quand même à être sérieux dans cet état, parce qu'un pays sérieux ne peut pas tolérer de telles dérives. Parce que c'est de l'intérieur, si on n'est pas capable de conserver des informations, on n'est plus capable de gérer le terrain. Oui, très rapidement. Quand même, vous me laissez parler quand même bien sûr. Sinon, voilà, parce que bon, je pense que les autres ont suffisamment... Oui, non, vous avez la parole. Voilà, moi, je vais répéter ce que j'ai dit il y a plus d'un mois sur le même. Concomitamment à la riposte sur le terrain, moi, j'ai dit ici qu'il faut la diplomatie souterraine. Il faut mettre en branle cette diplomatie souterraine. Et je prends le risque de me faire insulter, de railler, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut négocier. Je jette comme ça un nom en pâture. Aujourd'hui, je ne sais pas, comme je l'ai dit, au Mali, les terroristes revendiquent l'Azawad. Mais au Burkina, je pense que c'est... Parce que du jour au lendemain, ils ont perdu du tout au tout, avec la chute du régime, qu'ils sont furax. Je jette un nom en pâture comme ça. Pourquoi ne pas négocier avec le caïd des Ifoga, Yagali? Ah oui, parce que il y a un certain moment, mais ce n'est pas des choses qu'il faut aller devant les caméras pour dire nous négocions avec Yagali, qui est aujourd'hui, qui a réussi vraiment à fédérer tous les katibas de la sous-région, aujourd'hui. Voilà. Et je prends le risque de le dire parce que, et qu'on se comprenne bien, qu'on se comprenne bien, je ne dis pas de faire du Burkina un cartel de drogue, de donner le gîte, le couvert, comme on dit, de faire pour que les djihadistes viennent se pavaner à Ouagadougou, comme on dit. Parce que les gens oublient une chose. Si Blaise faisait ça, on dit qu'il a vendu le pays ou tout. Mais je pense qu'il y a une contrepartie. Donc, c'est ce que je répète, hein, je ne dis pas que non, parce que j'entends déjà des gens irrités. Non, on va... Parce que ceux qui sont arrimés à tout guerre là, je ne sais pas si cette guerre-là, on va la gagner sans ajouter un zeste de négociation. Et en même temps, ça rejoint ce que vous dites, ça va faire une jonction pour dérider un peu la situation. Parce que ceux qui nous attaquent, s'ils sont en collusion avec ceux qui ont perdu le pouvoir, s'il y a une négociation et on parvient à arriver à un modus vivendi, mais en même temps, ça déride une situation qui était là, même si cette réconciliation ne doit pas passer, parce que moi aussi, je ne suis pas partisan pour qu'on se réconcilie sur le dos de ceux qui dorment au cimetière de Gomé. Parce qu'il faut quand même, réconciliation pour réconciliation, mais il faut quand même que la justice se passe. Donc, je dis, il faut, et je pousse le bouchon jusqu'à dire qu'il faut que Kayen, un jour, Roch et Blaise se parlent. Donc, moi, c'est vraiment, je prends le risque de le dire parce qu'on ne peut pas continuer à être là, à dire non, on va les combattre, nous allons terroriser les terroristes et qu'il y a des problèmes. Donc, je pense que, et je continue en terminant ce que j'ai dit il y a près d'un mois ici. Vous avez parlé de... On a franchi le cap des 300 morts. Et je dis, cette comptabilité macabre là, dépasse les deux guerres des pauvres entre le Mali et le Burkina réunis. 74-85, les victimes de ces deux guerres-là. Et historiquement, quand même, pour un président, ça pèse. Sous ton mandat, si on n'est qu'au premier mandat, et on a 300 morts avec une guerre asymétrique, ce n'est même pas une guerre normale. Sinon, dans une guerre normale, de toute façon, la mort n'est pas un dysfonctionnement d'une guerre. Mais la mort est au cœur de toute guerre. Mais dans le cas d'espèce, quand même, qui plus est, c'est des jeunes conscrits qu'on tue.
Parce que ceux qu'on tue là, c'est des jeunes recrues de 2012, 2015, c'est des conscrits. Et pour terminer sur la solution, j'entends aussi certains militaires disent qu'il faut quand même que les gradés là aient sur le terrain au lieu qu'on envoie de jeunes lieutenants. Voilà, je rejoins Raphaël pour ce dire. Voilà que Dieu a tapé dans la fourmilière. Moi, je ne crois pas que moi je peux dire tout ce que je pense sur ce plateau. Mais moi, si j'ai accès à Dieu, je ne vais pas négocier avec les anges. Yaga Gali, moi, je crois qu'il a des parrains. Sinon, il ne peut pas faire ce qu'il fait. Donc, si Dieu pense qu'il faut négocier, s'il faut vraiment négocier pour en sortir, ce n'est pas avec lui qu'il faut négocier, c'est avec ses patrons. Moi, je crois qu'il a des États qui le couvrent. Et ces États-là, on pourrait plus négocier avec ces États-là qu'avec Yaga Gali, qui pour moi n'est pas tombé du ciel comme ça avec des armes qu'il fabrique dans le désert. Malheureusement, pour Cho, il est un maillon essentiel dans ce puzzle. Il a été envoyé. Et pouvoir remonter, je ne sais pas, vous voulez désigner, parlons franc, vous voulez désigner l'Algérie ou la France qu'on dit qui tout ça. Donc, ça. Mais il faut d'abord, non, mais s'ils vous disent qu'ils ne sont au courant de rien, il faut négocier avec au moins celui qui est le bras séculier. Voilà, qui est sur le terrain. Moi, je vais jusqu'à dire ça et je sais que les gens vont dire, ah non, mais c'est ce qu'un gratte-papier, un petit journaliste comme moi pense, il faut activer la diplomatie souterraine. Voilà, moi, c'est ce que je dis. Mais elle est trop à côté, il faut aller un peu plus loin. On est tous d'accord que... On est tous d'accord qu'il faut effectivement parvenir à la négociation. Mais qu'est-ce qu'on offre? Parce que le problème de fond, c'est ça. Dans une négociation, il faut toujours avoir quelque chose qu'on offre aux autres. Les autres, avant, ils avaient une offre qu'on ne peut plus les fournir. On ne peut plus aujourd'hui, au risque effectivement, quel que soit ce qu'on ne peut plus aujourd'hui offrir le couvert et les gîtes aux djihadistes à Ouagadougou. Mais on peut offrir autre chose. Non, je viens. Je ne sais qu'on peut offrir aussi le pouvoir. J'en viens. J'en viens. La question de fond, est-ce qu'aujourd'hui, ça dit qu'il faut se poser la question. Quand on leur offrait le couvert et les gîtes et qu'ils nous attaquaient, ils attaquaient ailleurs. Donc ça veut dire quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, la solution serait effectivement que nous, on se remet effectivement à leur offrir le couvert et les gîtes pour qu'ils aillent attaquer ailleurs? Parce que pourquoi on leur donne de l'argent, ils vont utiliser pour acheter des armes pour attaquer d'autres. Vous ne pourrez pas dire ce qu'on va offrir. Parce que c'est des négociations. La question de fond, la question de fond, est-ce qu'aujourd'hui, en fait, le problème, c'est que nous, on travaille effectivement à protéger notre territoire. C'est ça que le Burkina peut faire. Parce que le problème de fond du terrorisme aujourd'hui, c'est devenu un enjeu mondial et les négociations ne se passent pas avec les Yaga Gali. Même si on ne peut pas trouver d'accord avec eux, sauf si, effectivement, nous, on devient complices pour les aider dans leur mission. C'est ce qui reste à faire. Ou alors, effectivement, la communauté internationale sort de l'hypocrisie dans laquelle on est pour que tout le monde se mette effectivement dans une lutte véritable, avec tous les moyens, y compris la négociation. D'accord, mais il y a des États, dans le G5 Sahel, par exemple, la Mauritanie, qui fait partie du G5, qui n'a jamais connu, ou bien depuis 10 ans, qui ne connaît pas d'attaque terroriste. Non, moi pourquoi aujourd'hui, justement, il y a Gali même qui est recherché, la France dit que si on le trouve, pourquoi aujourd'hui, c'est un survivant et il est là, on sait où il est à peu près, mais il arrive à... Non, moi je pense que dire qu'il faut négocier avec ses parrains, bon, sauf à négocier avec l'Algérie ou la France ou le Mali même. Mais c'est ça je dis. Le Mali est comme le Mali à la diplomatie. Le Mali à la diplomatie. Est-ce que la Mauritanie est mieux placée? Voilà, c'est une diplomatie souterraine. Mais pourquoi aujourd'hui, je vous donne, moi j'ai dit, pourquoi aujourd'hui la Côte d'Ivoire, depuis Grand Bassam, vous allez voir, la Côte d'Ivoire ne sera pas attaquée. Tout à fait. Pourquoi le Ghana, le président Akufo, il a récupéré Chafi, que tout le monde connaît ici. Et vous voyez le Ghana, pourquoi ils ne sont pas attaqués? Et nous, qui n'avons même pas de débouchés sur la mer, on n'a rien, on nous canarde tous les jours. Ça, c'est la grande... Donc, il faut mais on va écouter Ouba sur la question. Ça, c'est la bonne question. D'accord, on a bien compris votre position. Je crois que Dieu cherche peut-être à reporter une guerre.
Parce que c'est ce que nous avons toujours fait. Non, écoutez, sous Blaise Compaoré, on avait cette complicité. Parce que ce n'est pas une négociation seulement, c'est une complicité. C'est devenu complice avec les méchants. Parce qu'en ce moment, vous êtes épargnés, mais c'est d'autres qui vont payer les frais. Et ça aussi, il faut que nous l'acceptons. Si on veut négocier, c'est être leur complice pour qu'ils nous épargnent, pour attaquer d'autres. Et moi, je ne suis pas dans ce schéma. Je ne suis pas dans ce schéma. Je vous le dis, c'est reporter une guerre. Mais écoutez, quand vous négociez avec le terroriste, il demande ce qu'il veut. Il demande ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est avoir le Burkina comme un couloir de passage. C'est avoir le Burkina comme un territoire de commerce. Absolument. C'est ce qu'il faisait ici. Dormir, se réveiller, aller attraper ceux qu'ils veulent. Et puis après, c'est nous-mêmes qui partons les libérer. Je ne suis pas dans ce schéma. On les laisse terminer et puis je ne suis pas dans ce schéma. Heureusement qu'on va vers des regroupements qui s'attâtonnent, le G5 Sahel. Mais écoutez, vous ne pouvez pas être 5, 6 ou 10, on peut élargir le cercle, à vouloir combattre ces gens-là et puis vous n'allez pas y arriver. C'est juste parce qu'effectivement, il y a des hypocrisies un peu partout. Et personne ne combat ces gens-là avec sincérité. Si les nations se mettent ensemble, j'ai dit même notre sous-région seulement, se mettent ensemble avec sincérité pour combattre ces gens-là, mais ils n'auront aucune parcelle pour s'asseoir, pour aller attaquer d'autres. C'est ce que nous ne faisons pas. Comme on peut avoir une superficie de 274 000 km², on n'est pas capable de contrôler ce territoire-là. Et les pays qui ont des millions, mais on peut comprendre le Niger. On a vu vos différentes positions. Il faut qu'on avance. La question de la négociation, on avance dans le débat. Il faut quand même que je le mette au bas. Là, ne soyons pas trop... L'angélisme, là, c'est bien. Ce n'est pas de l'angélisme. Ce n'est pas de l'angélisme. Vous parlez de... Le G5, là, le Sahel avec les warriors tchadiens pour qu'on n'arrive pas et vous dites que... Oui, mais il faut qu'on... Ou bien vous croyez que... Un combat est juste, il faut le continuer jusqu'au bout. Mais les solutions ne battent. Ou bien vous croyez que Blaise, en faisant ça là, il était tellement idiot, il ne savait pas. Un président aussi... Blaise faisait ses affaires, ce n'était pas seulement pour épargner les affaires. Alors, on va pas... Non, vous ne savez pas que Blaise on va parler un à un pour qu'on se comprenne. Ok, on laisse de donner terminer sur ce point très rapidement. Je ne dis pas que tout ce qu'il faisait était bon, mais un président... Donc ça, par exemple, c'était bon. Un président, s'il peut faire une diplomatie entre cette diplomatie... Mais ce n'est pas de la diplomatie. Oui, mais moi je ne dis pas de la diplomatie. Ils vendaient les... C'est eux qui libéraient les otages, c'est eux qui prenaient les... Roch n'a pas ça en contrepartie. Mais qu'est-ce que vous savez? Nous ne souhaitons pas, en tant que Burkinabé, on ne devrait pas souhaiter que notre président soit un libérateur d'otages. Cette guerre-là, on ne peut pas la gagner sur le terrain. Bon, ça c'est un avis aussi. On ne peut pas la gagner. Il faut y rejoindre la diplomatie souterraine parce que je pense que ça va mettre... Alors, on a compris vos différentes positions. Il faut qu'on avance sur le débat. Un dernier mot. Notre plus grand mal. D'accord. Alors, notre plus grand mal aujourd'hui. Ou bien de vendre le Burkina. J'ai posé ce préalable. Mais non, c'est clair. Moi, je suis d'accord avec Guy Donnet. Je comprends. Le tout guerre là. Je comprends. Ça veut dire si vous êtes un président. Si vous êtes un président comme Blaise Compaoré. On écoute Rabo. Si vous êtes un président comme Blaise Compaoré, tout le temps vous voulez rester au pouvoir. Vous ne voulez pas qu'on vous emmerde, vous voulez qu'on vous réélise éternellement. Le choix, il est bon. Parce qu'en fait, la pertinence de ce que Dieudonné dit, c'est qu'en réalité, c'est un monde qui a été fabriqué par les États les plus puissants. On est d'accord. Pour continuer à nous maintenir sous colonisation. À partir de ce moment-là, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Même si vous êtes de bonne volonté, et c'est là l'idée de Dieudonné Zoungrana, même si vous êtes de bonne volonté dans un pays comme le Burkina, en réalité, vous ne pouvez rien parce qu'il s'agit de terrorisme international. Ceux qui vendent les armes aux terroristes, là, ce sont les plus puissants de ce monde. Et donc, un président, je veux dire, qui n'est pas courageux, qui veut juste qu'on parle de son mandat et de son bilan, il protège son territoire et c'est tout. Il ne s'occupe pas des autres. Il n'a pas de vision de développement pour la sous-région, pour l'Afrique, pour le monde. Ce n'est pas sa tasse de thé. C'est de ça qu'il parle en fait. Maintenant, nous on dit, nous ne sommes pas complices de ce monde-là. Nous pensons qu'on ne vit pas. Mais est-ce qu'on peut leur faire la guerre aussi? C'est ce que de C'est ça. Donc, peut-être il faut chercher le juste milieu. Il faut chercher le juste milieu. Gardons-nous de tout angélisme. C'est ça. D'accord. Alors, oui, on va écouter. On n'a plus parlé là. Il y a d'autres sujets. On va écouter Woba sur la question et on va y aller. Oui, c'est Woba qui a la parole. Pour l'instant, notre plus gros mal, ça s'appelle l'incompétence. C'est de l'incompétence. Je prends les deux faits que Bourema a cités tout à l'heure.
il y a quelques mois de cela, une lettre censée être confidentielle. Oui, ça c'est... Attendez, je viens de donner. Oui, ça, a circulé jusqu'à la date d'aujourd'hui. Vous avez entendu des sanctions. Vous avez entendu des sanctions, mais c'est le minimum. Et cette même semaine, un gouverneur écrit au ministre de la Sécurité, et la lettre est aujourd'hui sur tous les réseaux sociaux. Qui va être sanctionné? Mais si on ne peut pas sanctionner des gens qui sont censés garder un secret professionnel, je dis cette lettre-là pour moi, vos secrets de défense. La lettre-là, vos secrets de défense. Et la lettre-là est sur les réseaux sociaux. Qui est coupable? Nous, on n'est pas capable de trouver cette personne-là. On nous dit qu'on a attrapé 400 personnes qui sont dans nos prisons. Hier, 29 décembre, ça faisait exactement 3 ans que Roch-Marc Christian Kaboré a prêté serment. En 3 ans, on combat ces gens-là. On n'est même pas capable d'identifier clairement ceux qui nous attaquent. On ne les connaît pas. Ce qui se passe à l'Est semble tout à fait différent de ce qui s'est passé au Sahel. Et maintenant, ce qui se passe, non. Mais écoutez, non, il faut qu'on arrive à les identifier. Il faut qu'on arrive. Non, non. On connaît la nature. La nature, pas le visage. La nature. Parce que. Là, vous faites force. Non, Dieudonné. On sait qui. Alors, parce que chez nous, on lorsqu'on attaque et qu'on dit que c'est telle personne qui a attaqué, c'est que c'est eux qui ont revendiqué. Alors, Bourema. Ailleurs, ils n'attendent pas qu'ils revendiquent. On dit que c'est eux qui nous ont attaqué. Ah, d'accord. Alors, Bourema à la parole. Alors, Bourema à la parole. Non, c'est vrai que ça déchaîne les passions. Mais en réalité, ce qu'on est en train de dire, de donner, c'est pas qu'on est contre la négociation. C'est pas ça. Nous, on dit, au-delà de la négociation, il y a des faits qui montrent que notre État se montre d'une incompétence avérée face aux questions qui nous est posées. C'est ça la vérité. S'il n'y a pas... Regarde le Niger fait face au terrorisme. Mais pendant une année, au début, entre 2015 et 2016, le Niger était attaqué. Maintenant, écoutez, au Niger, il y a moins d'attaques. Ils se sont organisés pour. L'État est présent là où il faut. L'armée a mis toutes les dispositions. On a mis les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Mais soyez sérieux. Ici, nous, notre problème, on a entendu. Notre problème, je réponds en même temps à une question que Sagnon avait posée. Notre problème, c'est en partie d'abord les hommes que nous avons pour gérer notre question de sécurité qui pose problème. Le jour où on va trouver les hommes qu'il faut, on aura la stratégie au moins pour nous protéger, assurer le minimum de protection. D'accord. Alors, on a entendu vos différents points de vue et il faut qu'on avance sur le débat. On a déjà dépassé la demi-heure. Alors, on va parler du Front social. C'est sûr qu'on ne pourra pas épuiser toute la question, mais on va le fleurer quand même. L'année 2018 a été marquée par de nombreux mouvements sociaux, notamment dans la fonction publique et le secteur privé également. On a vu la grève des financiers, la grève des enseignants, la grève des agents de santé, la grève de la police nationale et de la GSP, la grève des transporteurs. Je m'arrête là pour ne pas allonger la liste. Alors, quelle analyse très rapidement vous faites donc de tous ces mouvements sociaux qui ont paralysé le fonctionnement de l'administration publique? Rabo, en 2018. Je pense que tout ce qui nous pose problème, sous la transition, il y a eu une rencontre. C'était pour sceller un pacte républicain. Je crois que c'était vraiment une foi qui ne nous a rien donné. En fait, il nous manque aujourd'hui ce pacte républicain-là, y compris avec les syndicats, pour qu'on s'entende sur l'essentiel, pour aller au développement. Et si ce pacte républicain-là était acquis, peut-être on aurait mieux fait face à la situation sécuritaire. Regardez, le gouvernement, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. Dans tous les cas, c'est lui qui est régulièrement établi par la volonté du peuple, j'imagine. Il ne peut pas faire face au front social de cette façon-là et puis se concentrer encore suffisamment sur les questions sécuritaires. Et moi, c'est ma plus grande surprise avec ce que les gens font comme revendication dans l'administration. Je pense qu'on aurait pu trouver de meilleures façons de négocier pour qu'on n'en rajoute pas à nos problèmes. Donc sur le front social, c'est ça qui m'a marqué. Mais bien entendu, cette année, on a eu beaucoup de chance. En 2018, je crois que le gouvernement a trouvé la meilleure formule. Quelquefois, demander des explications à des fonctionnaires qui refusaient des réquisitions. Quelquefois, anticiper sur des mouvements de grève. Et puis parfois sanctionner. On l'a vu. Et je crois que peut-être c'est le ministre de la fonction publique, même s'il est discret, qui doit être à la manœuvre. Et je crois que c'est mon devoir de lui tirer mon chapeau. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais je pense qu'il a apporté quelque chose quand même dans la réponse que le gouvernement apporte dans ses relations avec les syndicats. D'accord, oui, Bourema.
Non, je crois que cette fronde sociale s'explique aussi par des questions de gouvernance. C'est le gros problème qu'on a. Ça dit, pour qu'on puisse calmer le front social et exiger, exiger aussi des efforts, ou en tout cas des efforts au niveau des syndicats ou au niveau de l'ensemble des populations, il faut que le gouvernement donne l'exemple. À commencer par le chef de l'État. Je crois que le premier problème qu'on a, il faut que le gouvernement ne peut pas demander aux syndicats de ne pas revendiquer si, on rémunère les membres du gouvernement en violation du décret qui institue les rémunérations. Ça dit, on a un gouvernement, peut-être qu'eux ils ont parlé, peut-être parce qu'ils ne sont pas forts en camouflage et qu'on a découvert, mais on a comme l'impression que c'est l'un des gouvernements les mieux payés de l'histoire récente du Burkina Faso. Parce que chacun négocie son salaire comme si on était dans une entreprise privée. Et ça, effectivement, il faut qu'on revoie ça parce que l'administration, à commencer par le gouvernement, doit fonctionner sur la base des règles. On a dit, quand tu es ministre, voilà ton salaire, voilà ce à quoi tu as droit. Si on n'applique pas ça aux ministres, on ne peut pas demander aux syndicats de ne pas négocier. Deuxième chose, le président est très mal entré dans ses rapports avec le monde syndical. Parce que quand les magistrats et les syndicats des magistrats font une réclamation, vous venez vous trouver, moi je dis, vous avez été élu, même si effectivement la transition avait fait des erreurs, on n'avalise pas les erreurs, on les corrige. Et le gouvernement n'a pas eu le courage de corriger les efforts qui avaient, les erreurs de la transition, en avalisant les propositions qui avaient été faites justement au Forum national de la justice, qui étaient tout sauf les moyens de rendre à la justice son indépendance. La preuve en est que rien n'a bougé du côté de la justice aujourd'hui. Troisième chose, quand on a mené le débat sur le fonds commun, en fait, sans se rendre compte, on a créé la révolte, c'est la majorité aussi des fonctionnaires. Parce que quand moi je suis enseignant de brousse, et je me rends compte que des gens qui ont pratiquement le même niveau que moi, ou peut-être moins, ont en plus du salaire qui est plus élevé que le mien, se partagent des millions par mois ou par trimestre ou par semestre, ça pose un problème. Quel est leur mérite par rapport à un médecin, par rapport à un enseignant de brousse, par rapport à un infirmier? Ça aussi, il faut qu'on repose la question, effectivement, de façon fondamentale. Donc, globalement, je dis, il faut qu'on arrête les faux fuyants. Le débat avec les syndicats aussi, il faut effectivement que le gouvernement se rende en modèle en termes d'efforts consentis, de sacrifices, individuellement et collectivement, pour pouvoir aller négocier avec les syndicats. Compte tenu de la situation, voilà ce que nous proposons. Votre analyse, chacun doit faire des sacrifices. Oui, décliner en 3 points, très rapidement. Oui, non, je pense que les grèves à tiroir ou grèves revolving, là, c'est les miasmes de l'insurrection et du pouvoir de la transition. En fait, on est toujours en insurrection permanente et en transition. Ce gouvernement, le pouvoir actuel a été bien élu, mais l'esprit de la transition est resté intact. On croit toujours que... Donc, il y a ça. Et malheureusement, le pouvoir n'a pas su négocier, parce qu'un pouvoir, c'est quoi? Il faut tenir la force légale, il faut aussi avoir les moyens de négocier. Comme je dis, c'est un problème de rapport de force. Je reste, par exemple, sur le problème du SINAFI et puis du SINAI. On avait combien? 21 fonds communs qui remontaient à 55 milliards. Bon, avec la conférence sur les rémunérations, là, avec les forces vives, là, on a ramené ces 55 milliards à 8 milliards. Donc, ça fait déjà un problème. Oui, hein? 8,9 Oui, presque 9 milliards. Bon, mais on attend de voir au premier trimestre de 2019, là, comment ça va se passer, parce qu'on entend déjà des grincements dedans. J'ai écouté la ministre de l'école, la grande Argentine, qui disait, par exemple, ceux qui avaient pris des crédits, qui sont adossés à ces fonds-là, on va négocier des moratoires avec les banques primaires là, pour que ces gars-là puissent... Mais c'est vrai qu'il n'est pas normal que quelqu'un ait un fonds commun, quand même, qui dépasse son salaire. Ça, au moins, tous les Burkinabés sont d'accord avec ça. Mais pour en revenir au gouvernement, je pense que le vrai problème aussi, c'est un problème de management et de communication. Voilà. Souvent, c'est mal, parce que les hommes aussi, il faut savoir les manager. Outre, c'est vrai, Bourem a acheté le péché originel qui a été de tout donner, même au-delà de leur espoir aux magistrats. Ça, c'était le péché originel qui a vraiment ouvert la porte à tout. Mais on pouvait toujours manager et puis communiquer pour dire voilà, voilà, voilà.
Donc je pense qu'il faut attendre de voir le premier trimestre parce que quand même, si je dois retenir un événement majeur de 2000, outre la sécurité là, de 2018, c'est vraiment cette interminable grève des travailleurs du ministère de l'économie qui ont mis vraiment déjà une économie exsangue, plus à genoux encore. Oui. D'accord, oui, Woba. Je crois que 2018, ça a été, en tout cas, à partir d'un certain moment, une année, non pas des plateformes revendicatives en tant que telles, mais des protocoles d'accord. Parce qu'avec les plateformes, avec les grèves, les sittings, on en est arrivé à un certain moment, à la plupart des syndicats, on signait des protocoles d'accord avec le gouvernement. Quand on signe un protocole d'accord, c'est pour le mettre en œuvre. Et il y a des échéances. Et vous savez qu'en cette fin d'année même, jusqu'à ce que les élèves aillent en congé, la coordination nationale des syndicats de l'enseignement était dans un mot d'ordre de non-évaluation des scolaires. Et le mot d'ordre est toujours valable. C'est dû à quoi? À la non-mise en œuvre de leur protocole d'accord, qui a déjà 1 an. Donc vous comprenez que ce front social-là, il ne peut pas s'éteindre. Lorsqu'on trouve d'une certaine manière, comment j'ai dit, des palliatifs, des solutions intermédiaires, des façons, comme je disais tantôt, de reporter des guerres, des combats. Si on a signé une plateforme, un protocole d'accord, et qu'on ne l'a pas mis en œuvre, tôt ou tard, c'est comme si on revenait toujours aux mêmes revendications. La question est toujours posée aujourd'hui. On a annoncé quelque chose qui aurait pu être justement, ça allait paraître comme la solution à tout, puisque c'était la solution miracle qui avait été brandée. Cette rencontre sur la rémunération des agents publics de l'État. Rabou l'a dit, puisqu'on veut parler des flopés de l'année, ça c'est le plus grand flopé. C'est le plus grand flopé. On ne l'a pas vu encore sur le terrain. Parce que, non, attendez, quand ils se sont réunis, la mise en œuvre commence en 2019. Non, attendez, la première des choses, quand ils se sont réunis là-bas, l'hypothèse principale que moi j'ai entendue, c'est que la masse salariale dépasse les normes communautaires et que par conséquent, il faut trouver un cadre pour discuter et voir comment est-ce qu'on va contenir cette masse salariale-là. Est-ce qu'au sortir de cette rencontre-là, on est en voie de pouvoir réduire la masse salariale? Ce n'est pas le cas. Parce que la rencontre a fait le constat que justement, les Burkinabés sont très mal payés. C'est ça le constat. Parce que ce qui est proposé là-bas, c'est de revaloriser un certain nombre de salaires. Et les salaires les plus faibles pour trouver une médiane avec les salaires. Ça ce n'est pas pour réduire la masse salariale, vous êtes d'accord avec moi. Donc c'est pour dire que peut-être le diagnostic même déjà était faux. On est parti sur le postulat que les Burkinabés sont trop chèrement payés et que par conséquent, il faut revoir la paye des Burkinabés. Mais on a fait le constat que cela n'est pas juste. Oui, allez-y. Je pense que le ratio masse salariale sur recette, on est toujours autour de 55 000. Je ne sais pas quel est la non, 55%. Je ne sais pas quel est le... Voilà. Pour le mois. Bon, donc c'est vrai que ça c'est un gap qu'il faut effectivement combler parce que ça grève, ça grève le budget. Le problème c'est quoi ici? Oui. C'est pas que les gens sont trop payés. Non, je crois que Ouba n'a pas dit. Le problème n'est pas. Mais il faut quand même résorber ce gap-là parce qu'il est là, il est là et il faut bien trouver une solution. Mais je pense aussi que au-delà, la fronde sociale là, bon, il faut souvent aussi anticiper. Il faut souvent parler aux syndicats et ne pas donner, faire de choses et donner à X ce que X qu'on a refusé à Y. Ça aussi, les 2 poids 2 mesures, je crois aussi que ça dépend du rapport de force. Moi, je ramène toujours à un rapport de force. Rabo voudrait réagir. Vous ne pouvez pas prononcer sur le front social. Sinon, je voudrais en fait dire... Oui, c'est prononcé, oui. Ah ouais, d'accord. Sinon, je voulais dire, en fait, ce que Ouba dit du forum là, ce n'était pas son objectif. Ce n'était pas son objectif de s'aligner sur la norme communautaire de l'UEMOA. Non, c'était de soutenabilité. Non, ça, le problème est posé. Mais ça ne se résout pas dans un forum. Ça, c'est une mesure, par exemple, qui consiste à dire on recrute moins de fonctionnaires. 6 000 au lieu de 12 000, par exemple. On a fait qui permet... Oui, c'est ça. Mais ça, ce n'est pas le forum. C'est ça qui peut permettre de diminuer le ratio masse salariale, recette propre de l'État. Et ça ne se fait pas en quelques années. Pour faire ça, il faut que les fonctionnaires travaillent.
Et que, parce qu'ils travaillent et qu'ils sont productifs dans le sens du développement, on peut se passer d'un certain nombre de postes. Aujourd'hui, là, ça c'est une étude de l'administration qui le dit. Il y a un poste pour 2, 3, 4 fonctionnaires dans l'administration publique burkinabé. Ça veut dire qu'il y a plus de postes, ça veut dire qu'il y a plus de travailleurs qu'il n'y a de postes de travail. Donc il y a des gens, ce n'est pas parce que les gens sont bien payés, il y a des gens qui sont payés à ne rien faire. Et ça fait qu'on donne l'impression, ça c'est le problème de Woba, que les gens sont bien payés alors qu'ils ne sont pas bien payés. En réalité, on aurait pu prendre, si on était assez judicieux dans la gestion du personnel, le salaire de 2 personnes pour une seule personne. Et on aurait eu de meilleurs résultats si les gens travaillaient vraiment. Par exemple, sous le ministre Sungalo, on avait réussi à faire la chasse aux fonctionnaires fantômes. Il avait quand même fait un bon travail. Il avait expurgé, et voilà, il avait expurgé les fonctionnaires fantômes. Non, le problème, c'est pas c'est deux choses différentes. En plus du surpeuplement de fonctionnaires, il y avait des fonctionnaires fictifs qu'on a ajoutés. Non, mais en fait, le problème de fond, c'est que j'insiste sur une chose. Ça dit, pour régler tout ce problème-là, nous, on a comme l'impression qu'on déplace le problème. Comme on raisonne en termes de gains, en disant que c'est parce que les gens n'ont pas assez d'argent, parce que les gens ne sont pas bien payés, parce qu'il faut. Mais personne ne se pose la question de dire, est-ce que nous faisons ce qu'il faut pour construire le Burkina Faso, pour l'amener de l'avant? C'est la question de fond qu'il faut. Si c'est ce qu'on doit faire, avec combien de personnes on doit le faire et dans quel secteur? C'est la question structurelle. Moi, je crois qu'il y a une réflexion structurelle sur notre administration de façon globale. Et en commençant par dire que dans un pays comme le Burkina Faso, on n'a pas besoin de 20 ministres. Surtout des gens qui dorment, qui ne foutent rien dans certains ministères. On peut faire la fusion de plusieurs ministères, récupérer les frais de fonctionnement de ces ministères pour investir le train de vie de l'État, comme on dit. Réduire le train de vie de l'État. Parce qu'aujourd'hui, quand on va continuer à demander à un ministre combien tu veux être payé, bon... Franchement, d'accord. Alors, je suis pas totalement d'accord. Je ne fais pas une fixation. Non, je ne fais pas une fixation. Moi, je suis pour le respect des règles. Non, moi, je ne fais pas de fixation. On peut réduire le texte. Si ça jure avec les textes, c'est clair qu'il faut. Il y a un principe qui est. Voilà, non, c'est clair. L'état de droit ne doit pas souffrir. Oui, non, c'est ça. Le droit ne doit pas souffrir du non-respect des textes à haut lieu. Il faut bien. La question de fond qu'on doit se poser, la question de fond qu'on doit se poser, est-ce qu'aujourd'hui, il est bon, si on doit relire les textes, concernant les rémunérations des ministres, ça doit faire l'objet d'un débat comme le débat qu'il y a ici, les rémunérations des fonctionnaires. Parce que c'est des agents publics, avant tout. Et il faut qu'on soit clair là-dessus. On ne peut pas négocier avec les gens en violation des règles que nous nous sommes fixées. On est d'accord si des ministres touchent des salaires qui ne sont pas conformes. Ok, alors il nous reste quelques minutes pour clôturer l'émission. Je vais négocier en direct en présence de vous tous ici. 5 minutes à la régie pour qu'on puisse terminer cette émission. On va parler de bonne gouvernance. On avait l'économie et le développement mais on va tout fondre dans cette question de bonne gouvernance. Alors, le PNDS, c'est un mot qui a été assez répété au cours de cette année 2018. Alors finalement, est-ce que vous pensez qu'en 2018, vous avez vu les résultats ou les effets en tout cas de ce PNDS sur le terrain? Dieudonné. Bon, ça j'avoue que c'est une colle. Oui, bon, je ne sais pas si... On est dans le domaine du développement, on a parlé de l'école Soufayot qui allait disparaître. Voilà, M. Alain Sili est mieux placé pour répondre. Bon, j'entends, mais il faut attendre. Moi, je ne vais pas me risquer à me prononcer sur le PNDS. Bon, on attend de voir, mais ce que je peux dire, c'est que dès le départ, on n'a pas expliqué l'esprit même du PNDS aux gens. Quand on est allé à Paris et on a ramené combien? C'est 18 000 milliards de promesses. Évidemment, à l'époque, politiquement, des gens du MPP ont récupéré ça et ils ont fait croire à l'imaginaire populaire que, à peine si ce n'est pas des cantines qu'on nous a données, or ce n'était que des promesses et autres. Donc, conséquence, aujourd'hui, on est là, les gens disent, mais le citoyen t'entend peu, mais et l'argent du PNDS Donc les gens pensent que vraiment c'est de l'argent, c'est trébuchant, sonnant et trébuchant. Mais pour le reste, on attend de vous. Je vois qu'il y a des infrastructures routières, il y a quelques embellis. La gratuité des soins pour les femmes. Ça, c'est les deux faits emblématiques.
qu'on brandit, mais ça, le programme présidentiel qui est arrimé à ce PNDS-là ne se réduit pas à ça. Donc, il faut attendre de voir. Mais j'entends, et ça rapidement, j'entends que, en tout cas, j'espère me tromper, que les caisses de l'État, de plus en plus, sont vides. Ça, c'est ce que j'entends. Et que même on a ramé comme des galériens pour ce mois de décembre-là pour payer les salaires. Alors, tout ça, il faut vraiment faire parce que PNDS pour PNDS, s'il n'y a pas l'argent même dans un État ne peut pas être en banqueroute, comme on dit, l'État va toujours trouver les moyens. Mais le PNDS, bon, pardonnez-moi, c'est vrai que j'aime soi, mais je ne peux pas me prononcer d'abord. Alors, on va écouter Ouaba sur cette question très rapidement. Vous disiez qu'on a beaucoup parlé du PNDS cette année. Je crois qu'on en a même moins parlé par rapport à 2017, 2016. Et à un certain moment, je me suis demandé, est-ce que Kabo aussi est fatigué de son PNDS? Est-ce que c'est le découragement? Parce que, non, c'est quand même son PNDS, c'est son PNDS. Donc, ça fait que lui-même, de moins en moins, on le voit, et quand on le voit, il ne voit plus avec la même ardeur son PNDS. Donc, je me suis demandé si c'est peut-être un peu la fatigue ou bien le découragement. Je crois qu'on devait être au moment où on commence à sentir quand même les effets du PNDS. Vous savez, on a voulu faire le bilan, les 100 ans de rock, après 1 an, après 2 ans, les 100 jours, pardon. Je lui donne jusqu'à 100 ans, je souhaite qu'il vive jusqu'à 100 ans, mais pas au pouvoir. Voilà. C'est pas possible. Donc, chaque fois qu'on faisait le bilan, on disait c'est trop tôt, c'est trop tôt. Aujourd'hui, nous sommes à plus de la moitié en fait du mandat. Il lui reste encore 2 ans. Quelqu'un disait d'ailleurs que 2 ans c'est encore trop pour Rock, tellement bon, il ne semble pas voir les résultats. Donc aujourd'hui quand même, on ne peut pas nous dire que c'est trop tôt. Donc, si on ne peut pas nous dire que c'est trop tôt, on doit pouvoir voir les résultats de façon palpable. Là encore, on dira que c'est nous qui sommes assis à Ouaga qui ne voyons pas, que parce que de l'autre côté, il y a de l'eau potable pour tout le monde, il y a des pistes qui sont construites. Qui sont faites. Mais tant mieux, mais je précise que nous sortons. Nous sortons, et moi particulièrement, je sors. Je fais ce constat-là. On peut voir, mais je dis qu'on nous présente des chiffres, on n'est pas à un taux satisfaisant de réalisation même du PNDS. Et les derniers sondages qui sont faits, on dira que là encore c'est des sondages, mais les sondages c'est important. Montre que le président a 4,91% de satisfaction sur 10. Or, l'année dernière, il avait 5, quelque chose. Donc, ça montre que le président aussi en termes de code de popularité est en train de baisser en sondage. Comme vous êtes sur le périmètre, mais dans la sous-région, c'est l'un des rares présidents qui a accepté de se soumettre à cette évaluation vraiment régulière là, sur vraiment l'ensemble de son programme. Et ça, quand même, il faut aussi lui faire gré de ça. Donc, il a du mérite. En 2017, c'était 4,79 sur 10. Juste pour... oui, très rapidement. Non, et la question du PNDS, moi je crois que c'est beaucoup plus profond que ça. Quelle est la différence entre le PNDS et le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté en termes de résultats et de réponses? La SCAD, voilà, le cadre stratégique de lutte contre la SCAD. Quelle est la différence? J'ai comme l'impression que c'est des concepts qu'on est en train de nous vendre, à nos États pauvres et avec des gouvernants incapables de réfléchir au-delà des schémas qu'on leur vend. Quand vous regardez, vous prenez un pays comme le Ghana, les Ghana travaillent sans ces concepts-là, mais c'est l'un des rares pays africains qui, en 2019, n'a pas besoin de l'aide extérieure pour financer son budget. De la FMI, voilà, pour financer son budget. Nous, on a besoin de 258 milliards, si je détiens les chiffres. Donc, quand on va continuer effectivement à vouloir être les bons élèves du FMI, à prendre leurs concepts comme cadre global de nos schémas de développement, j'ai bien peur qu'on continue effectivement. Même si le PNDS, moi je pense que Molard n'est pas totalement, je suis en partie d'accord avec Bouré, mais pas en totalité, que le PNDS soit un avatar ou un succès d'année de l'ex-SCAD, ça c'est pas le problème. Mais pourvu que ce qu'on met dedans là, qu'au moins il y ait du concret. C'est ça, peu importe les acronymes, que ce soit SCAD, PNDS ou autre, on s'en fout. D'accord. Mais c'est ce qu'on met dedans. Ça nous donne l'occasion de... Rabo, je pense que c'est exprimé sur la question ou pas? Non, pas du tout, mais bon. Je suis d'accord vraiment avec Bourema. Ça veut dire s'aligner sur le schéma du développement que l'Occident nous impose. C'est ça notre vrai problème. Voilà. D'accord. Si nous prenons notre chemin, nous ne sommes pas en retard par rapport à quelqu'un. D'accord. Alors, on va laisser tomber l'actualité internationale parce que vous le voyez, on n'a pas le temps matériel de parler de ça. Les tops et les flops très rapidement. On va commencer par Bourema. Alors, ouais, comme...
Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. On va écouter, oui, Bourema, top flop d'année 2018. C'est vrai que depuis hier, je réfléchissais au top. J'ai tout fait, je n'ai pas réussi à trouver effectivement c'est quoi qui est top. Oui, de l'année mais surtout, si c'est flop, quelque chose qui vous a marqué positivement en 2018. Si c'est la question de flop, je crois que notre plus gros problème en 2018 aura été un problème de gouvernance, notamment un problème de gouvernance du secteur de la sécurité. Et ça, si ce terrain-là, nous avons totalement failli. D'accord. Oui, alors... Pour moi aussi, je reste là-dessus, je été en disant, je crois que le flop, c'est quand même l'attaque quand même du 2 mars de notre état-major là, parce que quand on arrive à attaquer le sein de l'armée, bon, c'est vraiment un sacrilège, je ne sais pas que... Maintenant, le top, on peut citer l'embellie de Rayongo. Moi, je pense que quand même ça a été un grand coup. D'accord, oui, Ouba. Je pense aussi à Rayongo qui a été quand même une très bonne chose à mettre à l'actif de nos forces de défense et de sécurité, de nos renseignements, de nos autorités. Mais je suis dans le secteur de la justice où j'ai à la fois un flop et un top. Un flop par rapport aux investigations, à la commission d'enquête qui avait été mise en place dans le cadre de la justice pour sanctionner des magistrats qui manifestement avaient violé leur code donc, de déontologie et que malheureusement ce processus-là ne soit pas arrivé à bout. On était pratiquement au bout parce que des sanctions avaient même été prononcées et puis d'autres instances sont revenues pour tout remettre en cause. Je ne sais pas si la machine va pouvoir être relancée, mais aujourd'hui on a remis les pendules à zéro. Donc c'est pour dire qu'on veut consacrer une certaine impunité, une injustice totale aux acteurs de la justice et ça c'est inadmissible. Donc il faut que la justice se ressaisisse. Le top en restant dans la justice, c'est par rapport à la justice militaire. Les audiences du procès du putsch qui ont pu s'ouvrir donc en février de 2018, le 27 février, et ce procès-là se poursuit jusqu'à aujourd'hui, donc il est suspendu et puis il reprend le 7 janvier. Je crois qu'il y a 1 an, 2 ans de cela, on épiloguait beaucoup ici, est-ce que ce procès-là aura lieu un jour? Le procès a bel et bien démarré le 27 février et le procès est en cours. Oui, Rabo. Top, on a fait une bonne campagne agricole relativement à l'année passée, je crois que c'est bon. Et puis... moi, j'insiste aujourd'hui sur le journalisme citoyen. Les gouvernants, je m'en occupe de moins en moins. Ce que Yacouba Sawadogo, le vieux de Yatenga, a réalisé, pour moi, est édifiant. Et je crois qu'on doit travailler sur la force de travail de nos concitoyens. En tant que journaliste, on doit encourager ceux qui travaillent et on doit décourager ceux qui ne travaillent pas. Moi, je crois que c'est un journalisme plus productif et plus performant que celui que nous faisons depuis les indépendances. Le chien de garde qui finalement ne garde pas, grand-chose. Voilà, on a fait le tour d'étape, on avait prévu donc la désignation aussi, oui. Yacouba Sawadogo est mon homme de l'année. C'est exactement mon homme de l'année. Moi, c'est Seydou Ouedraogo, c'est le président du tribunal militaire. Pour sa sérénité, parce que quand vous suivez ce procès-là, tout le monde s'emporte. Les avocats de la défense, les avocats de la partie civile, même le parquet, les accusés, tout le monde s'emporte. Mais c'est un homme serein, calme. Quand il est l'heure, il dit il est l'heure. Même si tu avais le micro, tu arrêtes, demain tu vas reprendre. D'accord, on a bien compris. Donc merci pour vos différentes contributions à cette émission. Je dis un grand merci également à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis tout au long de cette année. Et merci également à tous ceux qui nous suivent de l'étranger. On a des échos, je pense également notamment plutôt à la France, aux États-Unis, au Canada, à l'Arabie Saoudite, à la Mauritanie, à la Côte d'Ivoire, au Gabon, au Mali. Un grand merci également à toute l'équipe technique qui travaille dans l'ombre et qui nous a permis donc de nous recevoir chez vous. On se donne rendez-vous l'année prochaine pour un autre numéro. Mes vœux de santé, de paix et de prospérité à toutes et à tous. Je suis amoureuse de Peter.